Bonjour à tous, bienvenue pour ce 10e rendez-vous d'actualité webinaire de l'IREO. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Pascal Lefebvre. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Pascal qui est un ancien stagiaire IREO qui a pris goût au droit du travail, qui a réenclenché ses études en droit du travail et qui est aujourd'hui enseignant à l'IAE à Lille, mais également formateur à l'IREO. Alors, Pascal nous rejoint aujourd'hui pour un thème tout à fait d'actualité, en sortir de confinement, et il faut reprendre une activité normale, si j'ose dire, au niveau du CSE. Et dans ces activités normales, eh bien, il y a la négociation de la formation professionnelle qui n'est malheureusement pas souvent mis en avant et qui a pourtant des enjeux qui contient des enjeux très, très importants dont va nous parler aujourd'hui Pascal. Avant de lui laisser la parole, je vous informe que déjà 3 sondages sont en ligne auxquels on vous propose de répondre dès que possible. Ça permettra à Pascal d'adapter effectivement le discours et les propos qu'il va tenir sur négocier la formation professionnelle. Je vous rappelle que vous avez un chat à votre disposition si vous rencontrez des soucis de connexion et que vous avez surtout le forum des questions pour poser toutes les questions auxquelles Pascal n'aurait pas répondu pendant son intervention et que nous lui poserons donc en fin d'intervention, si le temps nous le permet. À défaut, je transmettrai les questions à Pascal qui se fera un plaisir d'y répondre par mail et je vous retransmettrai tout cela à l'issue du webinaire. Je vous souhaite un très bon webinaire. Je vous dis à tout de suite sur le forum des questions et sur le chat et je laisse la parole à Pascal. Bonjour, je suis ravi d'être ici et donc en fait je vous propose de parler un peu formation professionnelle à la fin puisqu'on arrive à la fin de la période de confinement et en fait ça va avoir des conséquences dont il va falloir tenir compte. Donc d'abord, je voudrais quand même apporter une petite précision, puisque nous sommes à l'IREO, on va aborder la formation professionnelle dans les entreprises qui disposent d'un CSE, pour les entreprises qui disposent d'un CSE, et bien évidemment du point de vue du salarié, on aurait très bien pu l'aborder différemment, mais là on va l'aborder d'un point de vue du salarié, avec l'intérêt de trouver la possibilité de négocier la formation professionnelle, ce qui est un peu le but de cette formation. Alors en introduction, en fait, on va pas quand même partir de la période de confinement qu'on est en train de vivre et des conséquences que ça peut avoir. Alors cette période de confinement, on va pas se mentir, on a vu l'émergence de nouvelles organisations, de nouvelles pratiques. On a le télétravail qui a été généralisé, on a eu des effectifs réduits dans les entreprises, il y a des mesures de prévention qui ont été prises et vous pourriez en rajouter bien d'autres, bien évidemment. Donc tout ça, peut avoir 2 conséquences. La première conséquence, c'est qu'on va demander au service RH de faire un rétex, ce qu'on appelle communément un rétex, un retour sur expérience sur la période. Donc ils vont rechercher des opportunités, des effets d'aubaine, des gains de productivité, la réduction des effectifs, des changements d'organisation assez rapides. D'ailleurs, l'actualité nous prouve que c'est bien dans ce sens-là qu'on va. Donc pour les salariés, en fait, ça va avoir une conséquence, c'est qu'il va falloir s'adapter assez rapidement, parce que si on a un problème d'adaptabilité, on risque de perdre des capacités à garder son emploi et c'est bien le but de la formation professionnelle, c'est l'élément clé du maintien dans l'emploi et de l'évolution professionnelle des salariés. Donc, si possible, dans les entreprises actuellement, les entreprises décident assez seul de la formation professionnelle dans l'entreprise. Donc, si possible, on va essayer de participer à ce jeu quand même. Ça serait quand même bien de ne pas laisser l'employeur décider seul de votre avenir professionnel. Donc, je vous fais un petit panorama quand même des accès à la formation. C'est quand même bien de savoir ce qui se passe. Et je vous rappelle que la loi à venir a modifié un certain nombre de choses. Donc, en fait, aujourd'hui, en formation professionnelle, pour savoir de quoi on parle, on va dire qu'on a 2 grandes lignes. On a les formations qui sont à l'initiative de l'employeur et les formations qui sont à l'initiative du salarié, avec entre deux un dialogue qui s'opère au travers 2 entretiens qui sont assez intéressants et assez qui peuvent avoir des répercussions sur la formation professionnelle. C'est l'entretien d'évaluation et l'entretien professionnel. 2 entretiens qui, en matière de formation professionnelle, qu'il ne faut jamais délaisser. Donc,
alors, faut savoir que la loi Avenir professionnel, la loi Avenir a modifié les choses. Hein. On parlait de plan de formation, ça doit vous paraître, ça doit vous parler, ça, le plan de formation dans les anciens CE. Alors aujourd'hui, on parle plus de plan de formation, on parle de plan de développement des compétences, avec une notion d'action de formation qui a été largement élargie. Donc, ce qui nous laisse la possibilité de négocier de nouvelles modalités. Hein, on va parler d'AFEST, par exemple, aujourd'hui. C'est des actions de formation en situation de travail qui sont considérées aujourd'hui, à partir du moment où elles répondent au dispositif légal, comme de véritables formations. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent nous parler. Les formations également à distance, hein, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. On a un deuxième axe qui est la Pro-A, qui remplace la période de professionnalisation. Alors ça, c'est très important, puisqu'en fait, ce qui a été modifié, c'est que auparavant, les périodes de professionnalisation permettaient à l'employeur d'optimiser son plan. On allait chercher des fonds dans les OPCA, hein, dans les OPCA pour financer notamment toutes les formations à la prévention des risques. Hein, les habilitations électriques, les CACES, etc. Et donc, parfois, dans certaines entreprises, ça représentait un budget assez considérable et on n'a plus accès à ce fonds. La PROA est bien plus restrictive. Donc, en fait, les entreprises aujourd'hui ont un problème de financement de la formation professionnelle puisqu'en fait, elles ne peuvent plus optimiser leur plan de formation par les fonds de la période de professionnalisation qui sont des fonds mutualisés. Bon, reste l'alternance, l'apprentissage, etc., qui ne sont pas l'objet de ce webinaire. Pour les formations à l'initiative du salarié, en fait, on a un axe qui est le CPF, hein, le fameux CPF. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas encore ouvert le CPF, il est indispensable aujourd'hui, quand on parle de son avenir professionnel, d'aller sur Mon compte formation. Hein, il y a une application qui s'appelle Mon compte formation. Vous téléchargez et vous verrez en fait que vous avez un budget en euros. Vous savez de quel montant vous pouvez bénéficier pour vous payer une formation. Et en fait, cette appli ouvre de nombreuses possibilités de formation qui sont à votre initiative. L'employeur n'a rien à voir là-dedans. Alors après, on peut avoir des négociations justement en ce qui concerne l'abondement, parce que l'entreprise peut avoir un intérêt à ce que vous ayez fait une formation et qu'il n'aurait pas payé. Alors, mais dans ces cas-là, si c'est du donnant-donnant, si lui peut avoir un intérêt, on peut très bien lui demander à faire cette formation dans le temps de travail ou de demander à participer, via un abondement du CPF. Donc ça peut être très intéressant. Alors, le CIF aussi a été remplacé par le projet de transition professionnelle qu'on appelle communément le CPF de transition. Alors, pour celles et ceux qui connaissaient très bien le FONGECIF et les OPACIF et les OPCA, il faut savoir que tout ça, c'est fini, ça n'existe plus. Hein. Les demandes de CPF de transition, anciennement CIF, sont à effectuer maintenant auprès de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, dont l'acronyme est CEPIR, qui n'est pas du tout adapté, en fait, à l'objet, qui est plutôt le développement du salarié et de ses possibilités de faire des formations longues à son initiative dans le cadre d'un projet de transition. Alors, on va parler maintenant en fait du plan de développement des compétences, puisque c'est un peu l'objet. Maintenant qu'on a vu le panorama, on va se rapprocher un peu du plan de développement des compétences. Alors, je vous rappelle quand même que c'est une prérogative de l'employeur et que cette négociation, en fait, qui est souhaitée par ce webinaire, est une négociation qui est souvent délaissée. Peu de salariés, peu d'employeurs souhaitent ouvrir des négociations sur ce sujet. Donc, en fait, l'élaboration du plan de développement des compétences, en fait, c'est une réponse à deux obligations. On a une obligation de financement direct d'action de formation de l'employeur pour remplir son obligation d'adaptation au poste et de veiller au maintien de la capacité à occuper un emploi. Ça, l'employeur ne peut pas y couper. Il a une obligation d'adapter les salariés à leur poste de travail et il doit financer ces formations. D'accord ? Et donc, il a une deuxième obligation, c'est présenter aux représentants du personnel les projets de formation dans l'entreprise. Donc, en fait, je modifie des choses dans mon entreprise, je dois adapter mes salariés et veiller à la capacité d'occuper un emploi.
Et donc ça, je le présente aux représentants du personnel. Ce qui vient à me poser la question, je ne sais pas si vous avez répondu au sondage, est-ce que vous avez des mandats de représentants du personnel ou est-ce que vous avez des mandats, comment dire, de délégués syndicaux? Alors, je vais laisser la parole à Muriel, peut-être qu'elle peut me répondre là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, sur les répondants, nous avons 43% qui ont un mandat CSE et 57% un mandat de délégué syndical. On peut déjà dire sur la négociation de l'accord formation, 80% de répondants n'ont jamais négocié, contre donc 20% qui ont déjà négocié un accord formation. Voilà, alors ça, je ne suis pas étonné du tout. Et je ne suis pas du tout étonné puisque la plupart du temps, la question de la formation professionnelle ne s'aborde que dans le CSE par une consultation sur le projet. Donc, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. L'idée, c'est d'essayer d'aller un petit peu plus loin pour s'insérer dans le mécanisme parce que ça, c'est important. C'est l'avenir de nos copains pour ne pas les laisser sur le bord de la route. Donc, l'analyse, en fait, une fois que vous avez présenté, ça s'adresse surtout aux représentants du personnel élu, au CSE, une fois quand on vous présente le plan de développement des compétences, l'analyse du projet et l'analyse du bilan de compétences, ça va être une des missions essentielles du CSE. C'est un gros travail, mais c'est une source d'information indispensable pour ouvrir une négociation. Donc d'abord, il faut savoir une chose. Il faut rester lucide quand même. Je vous rappelle que l'accès des salariés à la formation professionnelle, c'est assuré à l'initiative de l'employeur dans le cadre d'un plan de développement des compétences. Donc la plupart du temps, d'accord, les entreprises vont vous dire « mais j'ai rien à négocier, c'est moi qui décide ». Puisque le Code du travail, l'article L6312-1 du Code du travail nous dit que c'est ma prérogative. Donc pourquoi j'irai négocier ? Donc ça, c'est assez naturel. C'est assez naturel. Les entreprises veulent se garder. J'ai un budget, je le dépense comme je veux et je forme qui je veux. Donc, rares sont les entreprises qui vont négocier. Donc, il va falloir chercher d'autres axes d'ouverture. Donc ça, c'est important de trouver d'autres axes qui vont nous permettre d'ouvrir la négociation. Alors, le premier axe, c'est les orientations stratégiques. Donc ça, c'est un axe qu'on ne va jamais négliger. Donc, pourquoi travailler sur les orientations stratégiques? Pour connaître la volonté de l'employeur. Donc, on a deux solutions sur les orientations stratégiques. Soit on a la présence d'un accord collectif, ce qui est extrêmement rare. Et dans ces cas-là, on va appliquer l'accord. Mais ça, on va le laisser tout de suite sur le côté parce que les entreprises, en règle générale, ne négocient pas leurs orientations stratégiques. Elles les présentent au CSE. Point. Donc, à défaut d'accord collectif, ce qui sera la plupart du temps le cas, si on avait fait un sondage, je pense que ça aurait été le cas pour tout le monde, mais on va avoir une simple consultation du CSE ou du CSE central sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un lien entre les orientations stratégiques et les orientations de la formation professionnelle. Ce lien est évident. Il est évident, la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels, les orientations de la formation professionnelle doivent avoir un lien avec les orientations stratégiques. Sinon, vous allez oublier des copains sur le bord de la route. Ça, c'est évident. Donc, pour comprendre les orientations stratégiques, il ne faut pas se contenter des informations qui vont vous être fournies. On va les mettre en perspective avec vos valeurs et ce qui se fait dans l'entreprise, mais également à l'extérieur. À minima, on va poser un certain nombre de questions parce que ces questions vont nous permettre de demander de la formation en face et de négocier de la formation en face. Donc, à minima, on va poser ces questions. Pourquoi ces orientations stratégiques? Pourquoi? Vers où on va? Est-ce qu'elles sont cohérentes par rapport à la situation du marché, de la concurrence? Avec quels moyens? Dans quelles conditions? On va toujours aborder les conséquences des orientations stratégiques sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, au CDD, au stage. À partir de ce moment-là, il faut absolument poser ces questions. À partir de ce moment-là, on va pouvoir bâtir un plan de développement des compétences, proposer des choses dans le plan de développement des compétences. En tout cas, on aura des arguments. Donc, au moment de la consultation, il faut savoir qu'au moment de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, l'employeur doit vous présenter
les orientations de la formation qui, normalement, découlent des orientations stratégiques. Donc, l'impératif, il y a un impératif pour vous, c'est de vérifier la suffisance des moyens de formation par rapport aux orientations et aux besoins. Donc, le cas échéant, si vous vous rendez bien compte que ça ne va pas, qu'il n'y a pas une adéquation, et c'est pas qu'une question de budget, hein, soyons clairs, c'est vraiment une question de moyens. Parfois, les formations coûtent pas forcément cher, mais elles doivent être mises en place. Donc, le cas échéant, on va demander l'ouverture d'une négociation ou au moins d'une discussion sur le sujet. Si ça peut pas se faire dans le cadre d'une négociation, au moins que ça se fasse dans le cadre du CSE. Deuxième axe qu'on ne va pas négliger, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels. Avant, on parlait de GPEC. D'accord ? Il y a un lien évident entre la GPEC, qui maintenant s'appelle plutôt la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels. Il y a un lien évident avec le plan de développement des compétences. Donc, on va en parler de ça. Donc, des orientations stratégiques de l'entreprise en matière de formation professionnelle, on a deux possibilités de négociation. Alors, assez rare, la négociation possible d'un accord de formation professionnelle. Je vous souhaite d'en négocier un, j'en ai négocié un récemment, et c'est toujours très intéressant puisqu'on parle de l'avenir de nos collègues. Et on a un deuxième plan, c'est-à-dire que si on ne peut pas négocier dans le cadre de la formation professionnelle, on va essayer de négocier la formation professionnelle dans le cadre de la GPEC ou de la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels. Donc, à partir de cette négociation, mais aussi à partir de l'optimisation du plan, du budget, qui sont des choses dont on doit discuter, on va aussi avoir la prise en compte des entretiens annuels, les EAD, la prise en compte des entretiens professionnels. À partir de tout ça, on va se nourrir pour monter un plan de développement des compétences. Si vous ne pouvez pas le négocier, au moins participer à ça. Demandez à avoir un compte-rendu des entretiens annuels. Où est-ce qu'on en est au niveau des entretiens professionnels? Allez-y, demandez les choses, intéressez-vous à ça et vous verrez que vous obtiendrez des actions de formation supplémentaires dans le plan de développement des compétences. Alors, la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels. Il y a un lien évident à prendre en compte. Si je négocie dans ce cadre, il faut savoir qu'on a deux volets. Dans la GPEP, on a deux volets. Le premier volet, c'est la gestion prévisionnelle des emplois avec la négociation du constat et la mesure des écarts. En gros, la GEP, gestion prévisionnelle des emplois, c'est on fait un bilan de ce qu'on a aujourd'hui et on se met en perspective sur la durée de l'accord. On va négocier un accord de GPEC, souvent on va vous dire c'est la GPEC, bon maintenant c'est plutôt GPEP. Donc, sur la durée de l'accord, on va se dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui et qu'est-ce qui est attendu demain? Quelles sont les organisations aujourd'hui? Quelles sont les organisations de demain? Et la partie PP, parcours professionnel, ce sont les mesures d'accompagnement à la valorisation et la valorisation des parcours. Donc, à travers les parcours professionnels, on va négocier de la formation professionnelle. Et on va négocier, en fait, on va avoir cette valorisation et l'accompagnement qui va avoir deux axes. À l'initiative de l'employeur, le plan de développement des compétences, donc on va en parler. Quelles sont les actions? Comment on fait pour accompagner les métiers tendus, les métiers qui vont disparaître, etc. Qu'est-ce qu'on fait des salariés? Et on va aussi avoir à l'initiative du salarié, comment on fait pour inciter le salarié à utiliser les fonds qui sont à sa disposition pour se former. Donc, bien évidemment, la formation professionnelle, c'est un élément essentiel du maintien dans l'emploi et donc des parcours professionnels. Donc, la question qu'on va se poser, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut négocier concrètement? Donc, il faut savoir que, comme je vous l'avais dit, il y a deux initiatives. Soit c'est l'employeur qui prend l'initiative, on va le retrouver dans le plan de développement des compétences, mais il est possible dans certaines entreprises, quand on a assez quand on porte fort ces valeurs, de négocier ce plan. Donc, il faut savoir qu'il y a deux axes dans le plan de développement des compétences, depuis la loi à venir, il y a deux axes. Il y a les formations obligatoires. On va retrouver principalement des formations à la prévention des risques et les formations non obligatoires. C'est tout le reste. L'adaptation au poste de travail, même si l'adaptation au poste de travail est une obligation, elles sont dans les catégories non obligatoires. La capacité à se maintenir dans l'emploi, le développement des compétences. Et ensuite, on a la formation à l'initiative du salarié, le CPF de transition et le CPF, avec des axes de négociation possibles. D'accord? Donc, le CPF de transition, on va négocier dans l'entreprise, par exemple, les conditions de départ et de reconnaissance au retour. Le salarié fait ce qu'on appelait communément un CIF avant.
bah, c'est quand même pas mal si au retour dans l'entreprise, il peut avoir une reconnaissance de cette formation. La CPF, pour le CPF, pour les formations qui sont complètement à disposition, on peut négocier dans l'entreprise un abondement. C'est-à-dire que est-ce que l'entreprise va nous mettre un peu d'argent pour permettre aux salariés de partir, ou est-ce qu'il va permettre aux salariés d'effectuer cette formation dans le temps de travail? C'est un abondement également, même s'il n'est pas financier pour le salarié, il représente un coût pour l'entreprise, et donc c'est une forme d'abondement. Donc c'est quelque chose qu'on peut négocier. Alors, pour les formations obligatoires à l'initiative de l'employeur. Alors là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à négocier, même pour vous dire qu'il n'y a rien du tout à négocier. Hein. On va retrouver principalement les formations à la prévention des risques. Hein. On est à l'initiative de l'employeur. Je vous ai dit qu'il y a formation obligatoire, formation non obligatoire. Là, pour le coup, la liste, elle n'est pas négociable. Ce sont les formations qui découlent de conventions internationales, de dispositions légales et réglementaires. On va retrouver les habitations électriques, les CACES, etc. Alors, il y a une problématique, c'est qu'auparavant, je sais pas si vous vous souvenez, mais tout au début du webinaire, je vous ai dit, ouais, l'employeur a utilisé les fonds de la période de professionnalisation pour financer tout ça. Aujourd'hui, il n'y a plus accès. Et ça, c'est beaucoup de formations dans certaines entreprises. Et donc, un coût évident que les entreprises vont devoir financer par eux-mêmes. Donc là, pour le coup, ce qu'il faut faire, c'est être attentif à ce qu'elles soient réellement suivies. Donc, pour les formations non obligatoires à l'initiative de l'employeur, il faut pas oublier les actions à la demande du salarié. C'est pas parce que c'est à l'initiative de l'employeur que l'employeur ne peut pas inscrire des formations qui sont demandées par le salarié s'il en éprouve un besoin. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir négocier? De quoi on va pouvoir discuter? Bah, c'est l'accès aux formations du plan de développement des compétences pour les formations qui sont à la demande du salarié. Donc, en fait, on ne va pas oublier les demandes qui découlent des entretiens professionnels et des entretiens d'évaluation. Le salarié a éprouvé un besoin, comment on fait pour le prendre en compte? Et donc, ça, c'est bien dans un accord de prévoir des modalités de contrôle pour le CSE là-dessus. Donc, pour savoir combien de formations ont été demandées, combien ont été suivies, est-ce qu'on respecte l'égalité femmes-hommes, etc., etc. Tout ça, ce sont des arguments qu'on peut avancer. Pour l'élargissement de la définition de l'action de formation, hein, je vous ai dit qu'avec la loi à venir, la définition de l'action de formation avait été élargie. Donc, pour les formations dites non obligatoires, l'action de formation se définit aujourd'hui comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. On ne parle plus de formation comme c'était avant. C'est un parcours pédagogique. Donc aujourd'hui, il y a des nouvelles choses qui peuvent se mettre en place. Je pense notamment à la FEST, hein, l'action de formation en situation de travail. Alors ça, c'est important de discuter de ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de salariés qui sont en fin de carrière ont de grosses aptitudes et peuvent passer le flambeau aux plus jeunes. Et donc, prévoir la formation en situation de travail, c'est aussi permettre une fin de carrière à des salariés qui est très valorisante par la formation interne. Donc ça, c'est des choses dont vous pouvez discuter. On peut proposer, par exemple, aussi d'autres organismes, hein, quand on a des retours qui sont pas bons. C'est pour ça que c'est bien de travailler là-dessus pour avoir les retours sur expérience des formations qui ont été suivies. Donc, veillez bien à la qualité des formations, bien évidemment, pour les formations non obligatoires. Hein, il y a des formations, on a eu quelques scandales il y a quelques années avec des formations thérapeutiques, des actions de culture d'entreprise, etc., des séminaires à gogo qui pompaient les fonds de la formation professionnelle. Soyez très attentifs là-dessus, restez vigilants et laissez pas passer parce que l'argent de la formation professionnelle doit aller à ceux qui en ont le plus besoin et pas à ceux qui veulent l'utiliser pour faire n'importe quoi. Donc, pour les formations non obligatoires, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas parce que c'est non obligatoire qu'il ne doit pas y en avoir. Aujourd'hui, les formations non obligatoires, le salarié doit bénéficier d'une formation non obligatoire au moins tous les 6 ans. Alors, vous allez me dire, ouais, mais s'il ne le fait pas, eh ben, à défaut, il y aura un abonnement correctif du CPF qui peut être de 3 000 €. Hein. L'abonnement correctif du CPF, il est de 3 000, voire 5 000 dans certains cas. Donc, 3 000 € d'abonnement du CPF tous les 6 ans, ça veut dire qu'en gros, votre CPF, il va être vite être plein. Donc, ça peut être très intéressant de négocier, de permettre à l'employeur de réduire, on va faire du donnant-donnant. On va dire, OK, monsieur, vous voulez pas payer ces 3 000 €, faire un abonnement correctif de 3 000 € dans les CPF.
D'accord? On va négocier les périodicités, les modalités d'appréciation d'état des lieux, des entretiens pro, etc. On va négocier tout ça, mais en retour, justement, ça permet d'ouvrir la négociation sur la formation professionnelle. Donc ça, c'est un très, très bon axe d'ouverture sur la formation professionnelle pour négocier un accord. Sur les entretiens, tout au début, je vous ai dit, il y a un lien quand même. Hein. L'entretien, c'est un moment évident qui va nous permettre de parler de notre avenir sur notre poste de travail, mais de notre avenir aussi peut-être sur un autre poste de travail. On a deux types d'entretiens. L'entretien annuel d'évaluation que beaucoup de gens connaissent. Donc, lors de cet entretien, l'employeur peut évoquer évoquer des besoins, d'accord? Donc, ce qu'on va pouvoir négocier, c'est les cadres de la trame des échanges. Qu'est-ce qu'on se dit lors de ces échanges? On peut inclure la formation professionnelle, des éléments de formation professionnelle lors de ces échanges, et on peut veiller au référencement des demandes des salariés. Hein, parce que la plupart du temps, ces entretiens, on ne sait pas ce qu'on en fait, et donc on peut très bien demander en tant qu'élu ou par accord collectif à ce que toutes les demandes de salariés soient renvoyées vers, pourquoi pas, le président de la commission formation de votre CSE ou directement vers les élus du CSE. Et on a un deuxième entretien qui est, alors là, pour le coup, qui est une obligation tous les 2 ans à défaut d'accord, c'est l'entretien professionnel. Là également, si on n'a pas fait l'entretien professionnel tous les 2 ans, d'accord, on a un abondement de 3 000 €. Et donc, en fait, c'est une formation obligatoire tous les 6 ans et un entretien tous les 2 ans. Et il est possible, par la négociation collective, de négocier les périodicités de la trame des échanges, la périodicité des entretiens, c'est-à-dire qu'on va faire un entretien différent. Moi, par exemple, dans l'entretien, j'ai négocié récemment un accord, et dans cet accord, il est prévu que c'est pas tous les 2 ans, c'est à la demande du salarié. C'est-à-dire à chaque fois qu'il va éprouver le besoin d'évoluer, d'échanger sur son avenir professionnel, ben, il va pouvoir le demander. Et c'est au minimum tous les 6 ans. Voilà. Après, c'est à vous de voir dans votre entreprise ce qui est possible. Et donc, en fait, on va changer ça, ce qui permettra peut-être à l'employeur de ne plus payer les abondements correctifs, mais d'avoir quelque chose qui est bien plus collé à la réalité de votre entreprise et qui permet aux salariés de rester bien dans l'entreprise, de pouvoir évoluer dans son entreprise et surtout de pas rester sur le bord de la route. On peut négocier le plan de développement des compétences. Donc, on va parler de la question liée à l'adaptation au poste et au maintien dans l'emploi. Donc, bien évidemment, ça relève de l'initiative de l'employeur. L'insuffisance de formation établit un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. Ça, on le sait depuis quelque temps. C'est un préjudice que subit le salarié. Donc, bien évidemment, il faut vérifier le respect de l'obligation d'adaptation au poste. Je change la machine, je change le process, je forme le salarié. On n'imagine pas que Air France change d'avion sans former les pilotes. Ben là, c'est pareil. Voilà, c'est l'idée. L'adaptation au poste, c'est je change les process, etc. J'adapte mon salarié au poste de travail. On peut négocier quand même. Toute situation d'échec au poste devrait, à mon sens, s'accompagner d'une analyse de la situation et de la mise en place, le cas échéant, d'une formation. Dans ce cas-là, on renforce le côté de la loi par accord collectif et ça peut être très intéressant. Alors, négocier la formation la formation à l'initiative du salarié. Là, pour l'instant, on a discuté un petit peu de la formation à l'initiative de l'employeur. Là, est-ce qu'on peut négocier des choses qui sont quand même à l'initiative du salarié? D'aucuns vous diront, non, si c'est à l'initiative du salarié, il n'y a rien à négocier. Si, il y a tout à négocier. Il y a tout à négocier. Le CPF, comment ça marche? D'abord, vous savez, il permet de suivre des formations à l'initiative du salarié. Il appartient au salarié d'ouvrir son CPF. C'est pas votre employeur qui va le faire. Donc, incitez les salariés, faites des journées d'information des salariés pour qu'ils ouvrent leur CPF. Je vous ai mis le lien. Allez voir, c'est simple comme bonjour. Il est abondé de 500 € par an par les entreprises, 800 € pour les personnes peu qualifiées par an, avec un plafond de 5 000 €. Donc, l'intérêt, c'est que le salarié connaît son budget, il peut s'inscrire aux formations sans attendre l'accord de son employeur, il fait comme il veut, il peut compléter son budget s'il le souhaite, il peut être abondé de 3 000 € à la suite du bilan tous les 6 ans si les entretiens professionnels n'ont pas été effectués ou s'il n'a pas suivi de formation non obligatoire sur une période de 6 ans. Attention, abondement ou pas, il sera plafonné à 5 000 €.
Et donc, c'est important de dire à l'employeur, écoutez, de toute façon, pour le coup, là, on arrive à la période, on est en 2020, on est au terme des 6 ans, il y aura sans doute dans beaucoup d'entreprises cet abondement. Est-ce que ça vaut le coup d'en avoir un deuxième derrière? Je vous dis non, puisque la plupart du temps, les 5 000 € de plafond, on les aura atteints. Donc, dites à votre employeur que de toute façon, dans les 6 ans qui viennent, il devra sans doute en repayer. C'est peut-être intéressant de négocier un accord pour que lui, il évite d'en payer. De toute façon, les CPF sont au plafond et que vous ayez quelque chose en échange. Donc ça, c'est un peu, c'est intéressant puisque de toute façon, les CPF, 5 000 €, si on a des abondements correctifs, ils seront vite atteints. Donc, qu'est-ce qu'on peut négocier sur le CPF? Donc, on va négocier un abondement du CPF par l'entreprise, soit un abondement financier. On va dire, écoutez, la formation, moi, j'ai 2 500 € sur mon CPF. J'ai 2 000 € sur mon CPF, 2 500 € sur mon CPF. J'ai une formation qui en coûte 3 500. Par accord collectif, on peut déjà négocier des modalités pour que ce soit pas à ce qu'on appelle communément à la gueule du client. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a négocié des accords avec des ouvertures du droit à abondement financier, il y a plus de discussion. Il y a abondement financier sur ce type de formation, il y a abondement. Et on peut aussi avoir de l'abondement en temps pour que ce soit dans ou pour que la formation se suive dans ou hors temps de travail. Donc ça, il y a beaucoup de choses à négocier sur le CPF. Et ensuite, on a aussi une chose, c'est pas parce que c'est une formation à l'initiative de l'employeur qu'il faut oublier la reconnaissance de cette formation. La négociation de la reconnaissance par l'entreprise des formations suivies dans le cadre du CPF peut être très intéressante. Très, très intéressante. Parfois, certains salariés mettent des années à pouvoir obtenir une formation. Ils l'obtiennent jamais dans le cadre du plan de développement des compétences. Et puis, d'un seul coup, par le CPF, ils suivent cette formation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on lui reconnaisse pour qu'il puisse avoir une évolution professionnelle. Et là, on est dans la gestion prévisionnelle de l'emploi et des parcours professionnels. Avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a dans les parcours professionnels, on a 2 opportunités, la formation à l'initiative de l'employeur et la formation à l'initiative du salarié. Si on reconnaît ces 2 types de formation, le salarié a tout gagné. Parce que parfois, et même souvent, il y a des salariés qui ont jamais accès aux formations. Et donc là, c'est cette possibilité. Alors vous allez me dire, le budget, il n'est pas si important que ça. Oui, il n'est pas si important que ça. Mais avant, il n'y avait rien. Voilà. Hormis, bien évidemment, le congé individuel de formation. Mais là, on a beaucoup plus de formations sur le CPF. Alors, les leviers de négociation sur le CPF, je vous rappelle que le CPF est à l'initiative du salarié, mais on a des intérêts croisés. On peut profiter de la négociation d'un accord relatif aux entretiens professionnels et du bilan tous les 6 ans pour mettre en avant les revendications sur le CPF. Si l'entreprise n'a pas fait les entretiens professionnels, si l'entreprise n'a pas effectué le bilan, si l'entreprise n'a pas permis aux salariés de suivre une formation tous les 6 ans, il va devoir payer un abondement correctif. Donc, en fait, l'entreprise n'a pas du tout envie de ça. Mais le salarié, lui aussi, il attend une reconnaissance des formations et la possibilité d'un abondement du CPF. Et là, on voit bien l'intérêt croisé. L'entreprise va chercher à éviter de payer des abondements. Il va chercher aussi, avec la fin de la professionnalisation, à trouver d'autres sources d'optimisation, d'autres moyens de financement. Le CPF est tout trouvé. Mais négocier en retour des contreparties qui sont au moins la reconnaissance des formations et un abondement du CPF. Très intéressant. Bon, à défaut d'accord, comment on va aborder les questions de formation par la négociation? Parce que bien évidemment, la plupart du temps, on va vous dire hop, la formation professionnelle, c'est moi, employeur, qui décide. Moi, j'ai rien je vous présente simplement mon plan de développement des compétences. Je vous l'ai présenté en CSE. Vous êtes d'accord, vous avez émis un avis. Favorable, c'est bien. Défavorable, c'est pas bien, mais tant pis, je m'en contenterai. De toute façon, je ferai ce que je voudrais. Donc, comment on va faire quand on est face à un employeur comme ça qui nous dit non, moi, j'ai rien à discuter avec vous là-dessus. Alors, il est toujours possible d'aborder les questions de formation professionnelle. On ne va pas oublier de parler de la formation professionnelle chaque année lors des négociations sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, la fameuse NAO en fait, et lors de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
l'accès à la formation professionnelle est un des sujets clés de l'égalité professionnelle. Si on s'aperçoit que les femmes ont des niveaux de rémunération, ont des niveaux de qualification inférieurs aux hommes dans l'entreprise, la formation professionnelle est un des éléments clés de réponse. Donc là-dessus, lors des NAO, parler formation, c'est indispensable. Tous les 3 ans aussi, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, lors de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, ou la GPEC, parce que on parle encore beaucoup de GPEC, n'hésitez pas. Je vous l'ai dit, il y a un lien évident entre la GPEC et la formation. Le but est de ne pas laisser les copains sur le bord de la route. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que je vous ai donné quelques éléments clés. Le temps était un peu serré. J'ai fait comme j'ai pu pour entrer un peu dans les clous. Enfin, j'espère que je l'ai été. Je vous souhaite de très bonnes négociations sur la formation professionnelle. C'est notre avenir, hein. Bien, merci Pascal. Alors oui, timing très serré, mais programme très complet et beaucoup de questions. Alors, beaucoup de questions, on va essayer d'y répondre. Alors, tout d'abord, on m'a posé, Arnaud notamment et Annie, s'intéressent au sort des personnes qui sont reconnues comme travailleurs handicapés. Et Oui. la question est, comment fait-on pour que le compteur CPF soit mis à jour correctement pour ce type de personnes et comment l'abondement de l'employeur fonctionne-t-il dans ce cadre ? Eh bien, en fait, l'abondement de l'employeur est supérieur, en fait. Hein, c'est pas 3 000 pour les personnes handicapées. Pour l'abondement correctif. Hein. Alors, je sais pas si on parle de l'abondement correctif ou si on parle de l'abondement classique. Pour l'abondement classique, au lieu d'être de 500, il me semble qu'il est de 800 € par an. D'accord. Comment on fait? En fait, c'est l'employeur qui envoie toutes ces informations à France Compétences, il me semble. Non, à la Caisse des dépôts et de consignation. À la Caisse des dépôts et de consignation. Comment on va faire pour vérifier? Tout simplement, vous ouvrez votre CPF, vous vérifiez qu'il a bien été abondé. S'il n'a pas été bien abondé, en fait, vous faites une réclamation auprès de votre entreprise qui doit demander la correction du CPF en apportant les justificatifs. C'est la Caisse des dépôts et consignations qui gère les fonds. D'accord. Alors, oui, tout à fait. Autre question de Michel qui nous demande concernant la formation obligatoire tous les 6 ans dont tu as parlé, enfin la formation obligatoire qui disait tous les 6 ans. Est-ce qu'on intègre les formations proposées par l'employeur ou s'agit-il seulement des formations demandées par le salarié mais non acceptées par l'employeur? Non, toutes. C'est toutes les formations en fait. Il faut une formation non obligatoire, dite non obligatoire, c'est-à-dire autre que les formations obligatoires dont j'ai fait part, hein, dont je vous ai fait part, c'est-à-dire les formations la plupart du temps qui sont liées à la sécurité au poste. Toutes les autres formations en fait entrent dans le décompte. Il y avait une grosse question là-dessus, hein, par exemple notamment sur les formations à l'adaptation au poste de travail. Est-ce que ça rentre ou pas? On verra ce que nous dira la jurisprudence dans quelques années, puisqu'on est tout au début de la question. Mais pour l'instant, en fait, si on lit bien les textes, globalement, ça rentre. Hein, c'est toutes les formations non obligatoires. En gros, il faut avoir suivi une formation dans le cadre du plan de développement des compétences, autre que les formations liées à la sécurité, pour faire simple. D'accord. Alors, Eric qui nous pose une question, je pense que tout le monde se pose, que faire si la direction ne propose aucune négociation sur ces thématiques? C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. C'est ce qui va se passer presque tout le temps. Faut trouver, c'est ce que je vous disais, il faut trouver d'autres axes. Hein, j'ai commencé ce webinaire par là, c'est-à-dire que je vous ai dit que la plupart du temps, on va vous refuser cette discussion. Puisqu'en fait, le Code du travail prévoit que c'est une prérogative de l'employeur. À partir du moment où c'est une prérogative de l'employeur, pourquoi il irait discuter avec vous? En fait, l'axe principal, il est dans l'abondement correctif, parce que les entreprises ont énormément de mal à effectuer les entretiens professionnels tous les 2 ans. Et donc, la négociation d'un accord là-dessus intéresse l'entreprise, mais elle peut intéresser le salarié également. C'est-à-dire, on va négocier un assouplissement de ça. Mais pour négocier un assouplissement de cette périodicité, en fait, il faut des contreparties, bien évidemment. Et la contrepartie, c'est déjà l'ouverture de négociations sur ce thème et l'implication un peu plus grande des représentants du personnel. D'accord.
Autre question, pour la formation professionnelle, nous demande Anne-Marie, y a-t-il des obligations différentes selon la taille de l'entreprise? Oui, alors c'est plutôt en termes de financement. Alors moi, je suis plutôt sur les grosses entreprises, mais est-ce qu'il y a des… Oui, effectivement, par exemple, une entreprise de moins de 50 salariés a pas à présenter d'orientation stratégique. Bon, à partir du moment où on ne présente pas d'orientation stratégique, on peut se dire que derrière, la formation professionnelle, elle va pas se faire forcément de la même façon. S'il n'y a pas de représentant du personnel, ça va pas se faire de la même façon. Il y a beaucoup de choses. Effectivement aussi, pour les petites entreprises, il me semble que c'est moins de 11. Alors moi, je suis plutôt spécialisé dans les grosses et très grosses, mais pour les petites entreprises moins de 11, il y a la possibilité de passer par les OPCO pour le financement des plans de développement des compétences. On va mutualiser. Il y a des fonds mutualisés pour les plus petites entreprises. Oui, il y a des choses. Il faudrait faire une formation spéciale là-dessus, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais voilà, on pourrait faire quelque chose pour les petites entreprises. Alors, encore d'autres questions, mais que je transmettrai à Pascal. Alors, je signale simplement que Christophe Courquin, qui est coprésident de Transition Pro Hauts-de-France, nous a signalé dans les questions, enfin, nous a fait des petites remarques dans les questions en disant que lorsqu'un salarié souhaite une reconversion dans le cadre du projet de transition professionnelle, hors ou non de l'entreprise, le salarié peut négocier un cofinancement, nous dit-il. Oui. Il nous informe également que le projet de transition professionnelle en intégrant la FEST et ou de la VAE est actuellement à l'étude. Oui, tout à fait. Tout à fait, je confirme. Voilà, donc je tenais à le signaler parce que c'est une information, effectivement, qui peut profiter à tous ceux qui nous écoutent. Alors, il me reste à vous remercier tous de votre participation à ce webinaire. Je remercie bien sûr Pascal Lefebvre pour cette intervention de qualité, mais comme toutes ces interventions de toute façon, c'est gentil. Je transmettrai les questions qui n'ont pas encore eu réponse à Pascal afin qu'il vous les transmette. Et je dis tout de suite à nos auditeurs que le PowerPoint, effectivement, il y a eu a priori un souci dans le téléchargement. Pas d'inquiétude, oui, enfin, il ne pouvait pas être téléchargé en direct. Pas d'inquiétude, tous les participants sur le direct vont recevoir ce PowerPoint à l'issue du webinaire. Je vais vous l'envoyer de suite. Alors, je vous rappelle que nous avons encore des rendez-vous. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine pour un webinaire sur les accords de performance collective. Autant dire qu'on est dans un sujet d'actualité dans la période post-Covid, donc on vous attend très nombreux. Et je vous annonce également que des webinaires ont été ajoutés hier pour les prochaines semaines, notamment un webinaire consacré au déconfinement et au handicap au travail, comment agir en tant que représentant du personnel, et un autre webinaire qui s'intitule « Fin de contrat et sort des garanties prévoyance et garanties de santé », prévu également pour cette fin de mois, et deux autres webinaires qui vont être mis bientôt dans le calendrier, à nouveau sur l'obligation de sécurité, mais sous un autre aspect, et aussi sur l'activité partielle, dont les conditions ont changé depuis le 2 juin. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, un très bon week-end par avance. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci Pascal. Au revoir, merci beaucoup.